Barack Obama va expliquer l'accord sur le nucléaire iranien aux Américains. Ce sera dans quelques instants, vous le vivrez en direct. D'autres pays signataires de l'accord envisagent eux déjà de normaliser leurs relations avec Téhéran, aux grandes dames des Israéliens qui restent toujours hostiles à cet accord. La Grèce, à l'heure du choix fatidique ce soir, le Parlement doit entériner l'accord signé avec les Européens alors que la majorité politique de Tsipras semble se fissurer. Et puis ces images très spectaculaires de l'arrestation d'un terroriste palestinien par la police israélienne. Il est l'auteur du meurtre d'un jeune Israélien en Cisjordanie. C'était il y a quelques semaines. Le Grand Direct, avec Jean-Charles Banou. Bonsoir à tous. Dans quelques instants, nous irons donc à Washington où Barack Obama doit tenir une conférence de presse pour expliquer l'accord annoncé hier avec l'Iran à Vienne, accord qui suscite des résistances, on le sait, aux États-Unis, notamment au sein du Parti républicain majoritaire au Congrès. Mais ce que l'on voit déjà arriver depuis ce matin, eh bien, c'est une normalisation des relations entre plusieurs pays occidentaux et non des moindres, et l'Iran, conséquence évidemment de cet accord. Léa Berdugo. L'Iran peut désormais s'ouvrir sur le monde. Après l'obtention d'un accord, l'heure est à la normalisation des relations entre Téhéran et les grandes puissances. Mohammad Javad Zarif est de retour ce mercredi à Téhéran. Le ministre iranien des Affaires étrangères est accompagné du chef de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique. Les dirigeants saluent un accord annonciateur de changement et en particulier en termes de diplomatie. À partir de maintenant, le modèle des relations internationales va changer peu à peu. Un pays en développement a réussi à se trouver une place parmi les pays développés. Car cet accord replace l'Iran sur la scène internationale après 25 ans d'isolement. Barack Obama, qui s'est félicité de cette entente, a rappelé qu'il s'agissait d'une occasion à saisir. Il a prévenu son opposition républicaine qu'il s'opposerait à toute tentative pour entraver l'accord signé. Du côté européen, François Hollande a réaffirmé la position française, considérée comme l'une des plus dures de ces négociations. Toutefois, le ministre français des Affaires étrangères a annoncé sa prochaine visite à Téhéran. Alors, Javad Zarif m'a réinvité hier, au moment où nous nous quittions. Il m'avait déjà invité, mais pour le moment, je n'avais pas accepté cette invitation. Et je lui ai dit que j'irai en Iran. Donc, j'irai en Iran. Le Britannique Philip Hammond a de son côté dit espérer rouvrir une ambassade à Téhéran avant la fin de l'année. Au-delà des perspectives diplomatiques, les enjeux sont hautement commerciaux. En échange de la réduction des capacités nucléaires iraniennes, l'Iran obtient la levée progressive de certaines sanctions internationales. Le pays redevient de fait un marché très convoité par les Occidentaux, notamment pour sa production d'or noir. L'Iran possède les 4e réserves mondiales de pétrole. Voilà donc Allemagne, France, Grande-Bretagne qui envisagent de normaliser leurs relations avec l'Iran. L'Iran qui salue évidemment elle aussi cet accord. Bonsoir Cyril Amar. Bonsoir Jean-Charles. On va voir justement avec vous comment cela a été reçu aujourd'hui dans la presse iranienne qui est évidemment très importante. Oui, les quotidiens iraniens qui pour la plupart saluent, applaudissent ce matin l'accord conclu hier à Vienne entre l'Iran et le groupe des 5+1. Voici par exemple la une du quotidien réformateur iranien Ebtekar qui rend hommage ce matin à Mohammad Javad Zarif, c'est le principal architecte de l'accord, vous le savez, et le journal qui va même jusqu'à le comparer sur ce photomontage à Mohammad Mossadegh. Vous savez Jean-Charles, c'est ce héros national iranien qui a nationalisé le pétrole, c'était en 1953, et le quotidien économique Donia Ektesad se réjouit quant à lui de l'entrée dans l'ère post-sanction, alors que le journal Etemad, c'est un journal conservateur, lui affirme que le monde a changé, qui va même utiliser l'expression de révolution diplomatique du 14 juillet 2015. On retrouve les scènes de liesse à Téhéran en une du journal Ganoun, qui affirme que le siège de l'Iran a été levé. En revanche, chez les quotidiens conservateurs, on est un peu moins enthousiaste, Jean-Charles. Pour Kayan, par exemple, eh bien, il y aurait dans l'accord une différence de 180 degrés dans les interprétations américaines et iraniennes de l'accord conclu hier à Vienne. Quant au quotidien ultra-conservateur Vatan Hermouz, il titre, lui, en attente d'application. Vous voyez, les dubitatifs, l'édito du journal qui affirme même que le grand défi de ce genre de texte, eh bien, se révèle pendant leurs applications. Alors, la population iranienne, elle, on a vu des scènes de joie dans les rues de Téhéran.
Téhéran hier? Oui, scène de joie parce que pour les 80 millions d'Iraniens, eh bien c'est une véritable bouffée d'oxygène. Rappelons quand même que depuis 35 ans maintenant, les Iraniens, en tout cas l'Iran, est mis au banc des nations par les Occidentaux depuis l'arrivée au pouvoir de l'ayatollah Khomeini, c'était en 79, et plus radicalement encore il y a 12 ans avec le durcissement du ton de la communauté internationale et avec le début de cette crise nucléaire. Les Iraniens vont donc faire leur grande entrée ou leur grand retour dans la mondialisation avec les produits de consommation, nouvelles technologies, réduction très certainement du chômage et ces 150 milliards de dollars qui vont donc être engrangés par le régime des Mollahs et qui vont très certainement faire du bien aux Iraniens. Puis les Iraniens qui quand même ont l'impression d'avoir été récompensés. Vous vous en souvenez, en 2013, ils ont élu un nouveau visage de l'Iran, Hassan Rouhani, avec son offensive de charme. Ils ont donc donné leur chance à la réforme, donné leur chance à l'ouverture vers l'Occident. Ils ont aujourd'hui le sentiment d'avoir été récompensés sur leur vote. Et puis, donc beaucoup d'espoir, mais beaucoup d'appréhension aussi, parce que ça fait 35 ans que l'Iran n'a pas été en contact avec le grand monde, avec l'Occident. Rappelons que la majorité des 80 millions d'Iraniens ont moins de 35 ans, c'est exactement l'âge de la République islamique. Donc ça peut peut-être faire peur aussi au régime iranien. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, en perdant la plupart de ses ennemis extérieurs, grâce à l'accord de Vienne, le régime des Mollahs se prive aussi de toute excuse. Et c'est donc lui qui va être aujourd'hui seul responsable du sort des Iraniens. Voilà ce qu'avait peut-être en tête aussi Barack Obama et ses partenaires en signant sur l'accord à Vienne. Alors vous restez avec nous, Cyril. On va suivre, on l'a dit dans un instant, depuis la Maison-Blanche à Washington, l'intervention de Barack Obama précisément sur cet accord. Alors, qui est une intervention d'ailleurs destinée aux Américains, mais surtout aux membres du Congrès qui vont devoir valider l'accord signé à Vienne. Et on sait que dans le même temps, Benjamin Netanyahou, lui aussi, mène déjà une offensive aux États-Unis. Il a donné tout à l'heure 3 interviews sur les 3 principales chaînes de télé américaines pour expliquer que son combat contre cet accord n'était pas terminé. Il l'a également rappelé aujourd'hui devant la Knesset. Cyril Amar. 24 heures après la signature de l'accord à Vienne, Benjamin Netanyahou refuse toujours de s'avouer vaincu. S'il vient de perdre une bataille, pas question pour le Premier ministre israélien de perdre la guerre face au danger du nucléaire iranien. Nous ne sommes pas liés à cet accord et nous continuerons à nous y opposer. Nous nous réservons le droit de nous défendre contre tous nos ennemis. La force est avec nous et elle est grande. Face aux menaces existentielles, il n'y a ni coalition ni opposition. Il faut afficher un front uni pour assurer notre existence et notre avenir. L'État hébreu redoute en effet d'avoir à faire face à un Iran beaucoup plus puissant au terme de l'accord. Plus puissant, mais aussi plus riche, notamment grâce aux milliards de dollars que Téhéran s'apprête à engranger suite à la levée des sanctions. Donner aujourd'hui à l'Iran les 150 milliards de dollars dans les 6 mois à venir, des avoirs gelés, ignorer la situation générale du Moyen-Orient et la tentative de l'Iran de déstabiliser la région entière, c'est vraiment mettre de l'huile sur le feu dans ce Moyen-Orient enflammé. À droite comme à gauche, la classe politique israélienne est unanime. Les grandes puissances ont signé un mauvais accord avec l'Iran dans la capitale autrichienne. Le problème, ce n'est pas seulement l'accord sur les capacités nucléaires de l'Iran, mais c'est aussi la légitimité qui est donnée à un État qui soutient le terrorisme dans notre région, le Hamas, le Hezbollah au Yémen et en Syrie. Mais si l'opposition fustige l'accord, elle s'en prend également à Benjamin Netanyahou, le rendant en partie responsable de cet échec, en rappelant notamment qu'il a cherché la confrontation avec les États-Unis et ainsi contribué à l'isolement de l'État hébreu. Je crois que depuis 16 ans, Netanyahou choisit un mauvais mode d'opération dans le dossier iranien. Le résultat, nous le voyons aujourd'hui. Nous pensons que c'est un mauvais accord. Ils pensent que c'est un mauvais accord et nous avons un mauvais accord. Cela veut donc dire que sa gestion a été erronée. Netanyahou devrait à présent porter ses efforts sur le front du Congrès américain. Il espère mobiliser pour bloquer la levée des sanctions économiques. À défaut d'y parvenir, il tentera sans doute d'obtenir une série de compensations militaires et financières de la part de Washington. Alors, on évoquera dans un instant les scénarios possibles d'action dont dispose Israël. Il y a bien sûr une option militaire, mais pas seulement classique comme on pourrait l'imaginer. Cyril Amar, il faut, avant que Barack Obama ne prenne la parole pour expliquer une nouvelle fois le bien fondé, selon lui, de cet accord, détailler un petit peu ce qu'est la stratégie finalement de Barack Obama vis-à-vis de l'Iran.
Bon, on a beaucoup parlé du prix Nobel qui avait été décerné à Barack Obama en 2009. On l'avait tous jugé un peu prématuré, ce prix Nobel. Et quand il obtient ce prix Nobel, Barack Obama a dit la chose suivante: il faut inlassablement essayer de trouver un équilibre entre isolement et coopération, entre pression et encouragement. C'est ce qu'il semble avoir obtenu aujourd'hui avec cet accord avec l'Iran. Il faut dire que durant son premier mandat, Barack Obama n'avait pas réellement brillé par son habileté géopolitique. Il avait même multiplié les échecs. Rappelez-vous les printemps arabes qu'il avait soutenus avec enthousiasme, sans même tenir compte vraiment de ses conséquences. Avec la Russie de Poutine et sa célèbre politique du reset qui s'était avérée non payante également. Et puis avec cette ligne rouge franchie impunément par Bachar el-Assad, on avait donc le sentiment qu'après avoir nourri beaucoup d'espoir après son élection, durant son premier mandat, eh bien Barack Obama était en train de décevoir la communauté internationale, était en train de décevoir ceux qui avaient fondé beaucoup d'espoir en sa personnalité et en son sens du dialogue. Et puis pendant son deuxième mandat, eh bien Barack Obama brise un peu les tabous de la politique étrangère américaine, d'abord avec Cuba. Il renoue le contact avec le dialogue avec le régime castriste à Cuba, et puis maintenant avec l'Iran. Donc c'est un changement majeur. Effectivement, sur sa stratégie, elle semble plus ou moins claire. On est peut-être à la veille d'un grand retournement d'alliance au Proche-Orient. On sait que l'influence des pétromonarchies sunnites est en train d'être revue à la baisse à Washington. L'influence d'Israël aussi peut-être. Aujourd'hui, c'est l'Iran qui est peut-être sans doute la puissance régionale sur laquelle Washington veut compter dans plusieurs volets. D'abord l'Irak évidemment, la lutte contre l'État islamique et puis aussi peut-être la Syrie. Alors ce qui est aussi difficile comme exercice pour Barack Obama, c'est aussi de rassurer en même temps ses alliés et notamment Israël, puisqu'on voit bien qu'il y a un refroidissement quand même très clair lié à la personnalité sans doute des deux leaders, Netanyahou et Obama. Là, il faut rassurer Israël. On voit que personne ne va venir de la Maison-Blanche, en tout cas ni Kerry ni Obama, mais c'est Carter, le secrétaire d'État à la Défense, le secrétaire à la Défense qui va venir. C'est pas une marque quand même d'amitié profonde qui est donnée là. Oui, même si hier soir Barack Obama s'est entretenu au téléphone, on imagine mal comment après l'accord Barack Obama viendrait au lendemain de l'accord se rendra en Israël. C'est quand même le président des États-Unis, il défend les intérêts nationaux des États-Unis, non pas ceux d'Israël. On a tendance à croire ici souvent en Israël que le président des États-Unis veut défendre les intérêts israéliens. Il a tenu à rassurer. On rappelle quand même à nos téléspectateurs que pendant les mandats de Barack Obama, l'aide militaire américaine à Israël a augmenté. Donc je pense que l'alliance et l'engagement de Barack Obama et des États-Unis vis-à-vis d'Israël reste intact, sauf que les intérêts israéliens ne sont pas les intérêts des États-Unis. Et Barack Obama est là pour préserver et pour promouvoir les intérêts de son pays. Alors on va dans un instant aller écouter Barack Obama. Il y a un petit peu de retard semble-t-il dans le timing qui était promis par la Maison-Blanche ce soir, puisque donc il y a cette conférence de presse. Vous avez vu que la salle était déjà pleine pour les journalistes accrédités à Maison-Blanche qui attendent donc l'allocution de Barack Obama sur ce dossier du nucléaire iranien. On vient d'apprendre, et ça c'est peut-être pas un cadeau aussi que font les Américains aux Israéliens, eh bien que selon des écoutes réalisées par la NSA et toujours donc selon ces fuites qui sont orchestrées depuis plusieurs années dans les affaires Wikileaks et Snowden, eh bien que la NSA avait obtenu la preuve qu'Israël avait assassiné avec l'aide d'un commando militaire en 2008 un général syrien, pas n'importe lequel, général Soleiman, donné comme un très proche du président Bachar el-Assad. Ça s'est donc passé en 2008. Jusqu'à présent, il n'y avait que des soupçons. Eh bien, les Américains et les écoutes de la NSA apporteraient la preuve que ce sont bien donc des commandos de marine israéliens qui seraient allés en Syrie, à Tartous précisément, ce qui est un endroit stratégique important, Cyril. Oui, stratégique, parce que c'est par ce port-là que transite tout l'arsenal militaire, toute l'aide militaire apportée par les Russes et par les Iraniens au régime de Bachar el-Assad. Voilà, et donc l'assassinat aurait eu lieu dans la villa qu'occupait donc ce général très proche de Bachar el-Assad en 2008. On reviendra sur cette information évidemment dans les prochaines éditions parce que c'est une information aussi importante. On va maintenant s'intéresser aux options dont dispose Israël face donc à cet accord qui vient d'être conclu à Vienne sur le nucléaire iranien. On a parlé de l'option militaire, mais elle apparaît quand même de moins en moins plausible aujourd'hui. Maxime Pérez. En s'estimant non concerné par l'accord conclu entre l'Iran et les grandes puissances, le cabinet de sécurité israélien remet sur la table l'option militaire.
Un scénario que seul l'État hébreu semble à ce jour encore envisager, mais auquel il n'a jamais cessé de se préparer. Des frappes préventives et ciblées contre les installations nucléaires iraniennes, l'armée de l'air israélienne s'y exerce depuis des années. Une opération extrêmement complexe à mettre en œuvre et non sans risque. Pour limiter l'ampleur de la riposte contre leur territoire, les appareils de Tsahal devront aussi neutraliser les rampes de missiles balistiques iraniens. Et comme si la tâche n'était pas déjà assez ardue, les experts estiment que des raids quasi simultanés doivent viser les roquettes de moyenne et longue portée du Hezbollah au Liban. Dans un tel cas de figure, un embrasement régional paraît inévitable, peut-être même avec la bande de Gaza. Et Israël accentuerait considérablement son isolement sur la scène internationale. À court terme, la poursuite de la guerre clandestine contre le programme nucléaire iranien paraît l'option la plus plausible. Cette entreprise du sabotage, telle qu'elle a été baptisée par le régime des Mollahs, pourrait prendre la forme d'attaques cybernétiques, comme le virus Stuxnet qui a endommagé plusieurs milliers de centrifugeuses en 2010. La levée des sanctions pourrait également permettre à Israël d'utiliser des sociétés écrans pour livrer à l'Iran des pièces défectueuses destinées à son industrie nucléaire. Reste que les effets d'une telle campagne sont limités. Renforcer la force de dissuasion pourrait être l'ultime carte jouée par Israël. D'abord en renforçant ses capacités défensives, par exemple en achevant le déploiement de son bouclier antimissile, et offensive avec l'acquisition prochaine de chasseurs furtifs F-35. La visite annoncée à Tel Aviv d'Ashton Carter, le secrétaire d'État américain à la Défense, va permettre à Israël de négocier une série de compensations militaires à l'accord sur le nucléaire iranien. Enfin, certains experts estiment qu'Israël n'a désormais plus d'autre choix que de sortir de sa politique d'ambiguïté nucléaire. Révéler ses capacités non conventionnelles reviendrait à définitivement faire taire ceux qui continuent d'appeler à sa destruction. Voilà, on ferme provisoirement ce dossier iranien. On va y revenir dans un instant, évidemment, dès que Barack Obama prendra la parole depuis Washington, où il doit donc expliquer aux Américains ce soir, et notamment à la presse américaine, cet accord. Mais on va ouvrir un autre dossier chaud, c'est le dossier de la dette grecque, avec en France tout à l'heure un vote symbolique mais important qui a eu lieu à l'Assemblée nationale. Il s'agissait d'approuver l'accord passé entre les Européens et la Grèce. Eh bien, cet accord a été approuvé à une très large majorité, bien au-delà de la majorité présidentielle, 412 voix pour, puisque les Républicains avaient obtenu pour l'occasion une totale liberté de vote de la part de leur parti. Quant à Manuel Valls, il a affirmé pour la première fois à l'Assemblée tout à l'heure que la dette de la Grèce pourrait bien être réduite, car cela n'avait pas été annoncé pour l'instant, en tout cas pas dans les termes de l'accord. On écoute le Premier ministre. L'Europe a su surmonter une crise qui aurait pu être fatale. Sans un accord, nous aurions laissé un pays, la Grèce, et abandonné un peuple à un sort terrible. Notre pays a su faire entendre sa voix, peser de tout son poids. On ne fait pas sortir un pays de l'Union comme cela, au gré des aléas, le fatalisme, les égoïsmes, le chacun pour soi. Cela ne peut pas être le langage de l'Europe. Et ce soir, c'est donc le Parlement grec qui va se prononcer sur cet accord signé avec l'Europe dans un climat très tendu. Démission aujourd'hui d'un nouveau membre du gouvernement grec. Il y a également ce rapport du FMI qui dénonce l'accord proposé par les Européens. Et puis la grogne sociale qui se réveille de nouveau en Grèce. Julia Ganancia. La gare d'Athènes est étrangement déserte, comme d'autres centres névralgiques de la ville. Ce mercredi, le secteur public est au ralenti en raison d'une grève à l'appel du syndicat des fonctionnaires qui s'oppose aux nouvelles mesures de rigueur. Première grève depuis l'élection au pouvoir du parti Syriza en janvier. Ça ne va faire qu'empirer avec le temps. Je ne pense pas qu'il y ait de solution au sein de l'Union européenne. Je préférerais qu'on quitte l'Union européenne. Le syndicat des fonctionnaires a également appelé à des manifestations toute la journée dans le centre-ville. Après d'âpres négociations avec les pays de la zone euro pour arracher un troisième plan d'aide, le Premier ministre grec doit désormais faire face à la colère de la rue. Car pour de nombreux Grecs, l'accord décidé à Bruxelles constitue une trahison. Le nouveau plan de sauvetage est complètement inacceptable. Que peut-on dire d'autre? Ça nous ramène 100 ans en arrière.
Le peuple ne peut pas tolérer ce qui est en train de se passer. Si les Grecs étaient devenus pauvres ces 5 dernières années, maintenant ils sont encore plus pauvres. C'est inacceptable. Dans ce climat délétère, Nadia Valavani, vice-ministre des Finances, a annoncé qu'elle quittait le gouvernement. Selon elle, les mesures d'austérité engageront le pays sur une voie mortifère, une défection au moment où le Parlement doit se prononcer sur ces mesures. Il n'y avait pas d'autre option disponible pour éviter une nouvelle crise humanitaire. Étant conscient de cela, aujourd'hui, devant le Parlement, nous demandons de voter pour l'accord. Nous ne vantons pas cette situation et nous essayons autant que possible d'adoucir les conséquences douloureuses de cet accord. Les partenaires européens d'Athènes s'efforcent pendant ce temps de trouver des financements d'urgence pour la Grèce, le temps qu'un nouveau plan d'aide soit formellement mis en place. Mais dans un rapport publié mardi soir, le FMI a semé le trouble. L'institution internationale juge un allègement de sa dette indispensable, un allègement auquel les Européens sont opposés pour l'instant. Alors on va appeler justement à Athènes notre correspondant Ismaël Merighetti. Bonsoir à vous Ismaël. Il y a une vraie inconnue ce soir, c'est évidemment ce que va faire le Parlement grec. Est-ce qu'on a des indications à l'heure qu'il est ? Alors, l'équation est assez simple. Alexis Tsipras a reçu le soutien de l'opposition, à savoir la droite, les socialistes et le centre-gauche, ce qui lui garantit un total de 106 voix. Du côté de son propre camp, là, c'est un petit peu plus compliqué. Malgré tous ses efforts pour maintenir en vie la coalition Syriza, il devra faire face à des défections, notamment de l'aile gauche, qui s'est montrée très hostile à l'accord. Alors, on parle d'une quarantaine de députés qui pourraient ne pas accepter les mesures d'austérité des Européens, avec en tête de ces frondeurs, des poids lourds de Syriza. Vous l'avez dit, la présidente du Parlement, le ministre de l'Énergie et la vice-ministre des Finances qui a démissionné aujourd'hui même. Donc Alexis Tsipras pourra malgré tout compter sur un socle solide de parlementaires de la majorité acquis à sa cause. Il lui faut 151 voix pour l'emporter, il devra en avoir aux alentours de 200. Donc l'accord a de grandes chances d'être validé, même s'il risque de faire imploser le parti du Premier ministre. Et la population grecque, on a l'impression avec ce qui s'est passé aujourd'hui, cette mobilisation, que là aussi, ça a du mal à être accepté. Effectivement, beaucoup de gens ne comprennent pas ce qu'ils jugent comme une capitulation face aux créanciers. Tout ça pour ça, se disent-ils, alors que dans les conversations, l'austérité semble continuer dans la droite ligne de ces 5 dernières années. De plus en plus souvent, les mots d'occupation financière. On craint une mise sous tutelle de la Grèce et on déplore la perte de la dignité du peuple grec, cette même dignité sur laquelle avait fait campagne Alexis Tsipras. Mais l'angoisse pour bon nombre de Grecs, si l'expérience Syriza prend fin et déçoit la population, eh bien c'est que les électeurs risquent de se tourner vers le seul grand parti qui n'aura pas encore gouverné, à savoir les néo-nazis de l'Aube dorée, ce qui représenterait évidemment un réel danger pour la démocratie grecque. Merci Ismaël Merighetti, correspondant donc en direct d'Athènes. On va maintenant revenir sur l'autre information importante du jour, l'arrestation en Israël du terroriste palestinien responsable de la mort d'un jeune Israélien. C'était il y a quelques semaines, un meurtre qui s'était déroulé en Cisjordanie, un commando qui avait tiré donc sur cet Israélien d'une vingtaine d'années qui était mort de suite de ses blessures. L'arrestation s'est déroulée de manière assez spectaculaire. Maxime Pérez. Il aura fallu un peu plus de 3 semaines aux forces de sécurité israéliennes pour mettre la main sur la cellule terroriste responsable de la mort de Dani Gonen. Le 19 juin dernier, ce jeune randonneur israélien de 25 ans était tombé dans une embuscade près de l'implantation de Dolev en Cisjordanie. Son véhicule avait été criblé de 10 balles. L'attaque avait également blessé un deuxième Israélien, passager du véhicule. La nuit dernière, des unités spéciales de la police sont entrées en action. Alertées par les services de sécurité intérieure du Shabak, elles sont parvenues à localiser le principal suspect. Il aurait été trahi par l'un de ses complices qui avait décidé un peu plus tôt de se rendre aux autorités. Son véhicule traqué, les commandos israéliens n'ont eu aucun mal à l'encercler. Ces images, filmées par une caméra GoPro, montrent leur assaut. À l'intérieur de cette estafette blanche, 3 hommes surgissent, l'assassin de Dani Gonen et 2 de ses complices. Nous sommes rentrés dans la zone d'opération. On a tout de suite identifié le suspect. Nous l'avons arrêté et avec lui 2 autres personnes. L'auteur de la fusillade meurtrière se nomme Mohamed Abou Sakhin et serait lié aux brigades des martyrs Al-Aqsa, l'ancienne branche armée du Fatah, démantelée après la seconde intifada. Au même moment, ce sont les commandos d'Ouvdevan qui opéraient dans un autre secteur de Cisjordanie. Au total, 5 Palestiniens ont été neutralisés par les forces de sécurité israéliennes.
L'un d'entre eux avait été libéré en octobre 2011 dans le cadre de l'accord Shalit. Tzahal reste néanmoins sur le qui-vive. Ces hommes recherchent toujours les auteurs de 2 autres attentats anti-israéliens commis à l'arme automatique ces dernières semaines au nord de la Cisjordanie. On va vous remontrer les images en direct de la Maison-Blanche à Washington, car on attend d'un instant à l'autre l'arrivée de Barack Obama pour évoquer l'accord sur le nucléaire iranien. Accord qui va également ouvrir une autre ère inconnue, celui du retour du pétrole iranien sur le marché pétrolier mondial, qui est déjà en pleine incertitude avec la chute des cours observée ces derniers temps, alors que Barack Obama fait son entrée. Alors on ira dans un instant parler de ce marché pétrolier, mais tout de suite donc Barack Obama en Bonjour direct. à tous. Hier a été une journée historique. Un accord complet et sur long terme que nous avons signé avec nos partenaires pour empêcher l'Iran d'obtenir l'arme nucléaire est la preuve éclatante de la supériorité de la diplomatie américaine, de ce que nous pouvons faire lorsque nous sommes dans une position de force ou défendant nos principes, et où nous partageons tous avec la communauté internationale une même vision pour essayer de régler des problèmes de manière pacifique. Comme je l'ai dit hier, il est important pour le peuple américain et pour le Congrès de vérifier cet accord. C'est un processus qui est en cours et nous nous sommes adressés aux leaders des 2 parties du Congrès. Mon équipe de sécurité nationale a commencé à faire des présentations détaillées. Je pense que le débat sera très dense et c'est évident. C'est un sujet sérieux et il faut prendre en compte que les choses se font toujours mieux lorsqu'elles répondent aux besoins de la démocratie dans des débats en détail. C'est la raison pour laquelle notre équipe a travaillé très dur pendant si longtemps pour arriver à tous les détails de cet accord. En même temps, ce débat, j'espère, ne nous fera pas oublier la situation dans sa plus large image et la force qu'est cet accord. Quand nous avançons, il faut que nous nous souvenions de l'alternative, le choix fondamental que représente cet instant. Avec cet accord, nous avons stoppé toutes les voies possibles qu'avait l'Iran pour arriver à un programme nucléaire, d'armes nucléaires. Et le programme nucléaire iranien va être extrêmement limité pendant de très nombreuses années et sous surveillance. Sans accord, ces voies seraient restées ouvertes. Il n'y aurait pas eu de limite au programme nucléaire iranien et l'Iran aurait pu se rapprocher encore davantage de la bombe nucléaire. Avec cet accord, nous avons gagné un contrôle 24 heures sur 24 sans précédent des installations nucléaires iraniennes et une inspection intrusive et détaillée des installations nucléaires iraniennes. Sans un accord, ces inspections n'auraient pas pu avoir lieu et nous aurions perdu la capacité de vérifier le programme nucléaire iranien et n'aurions pas pu voir s'il y avait progressé. D'un autre côté, si l'Iran enfreint ses engagements, il y aura des conséquences graves. Les sanctions qui ont endommagé l'économie iranienne seraient remises en place. Sans accord, le régime des sanctions internationales serait à nouveau en place. Et avec cet accord, nous avons la possibilité de résoudre pacifiquement une menace centrale pour la sécurité du monde et de la région. Sans accord, nous risquions davantage de guerres au Proche-Orient encore et dans d'autres pays de la région qui auraient continué à poursuivre un programme nucléaire en arrivant à une course à l'arme nucléaire qui aurait déstabilisé cette région et les autres du monde. Comme je l'ai dit hier, même avec cet accord, nous allons continuer à avoir des différends profonds avec l'Iran qui soutient le terrorisme par des représentants pour déstabiliser une partie du Proche-Orient. C'est la raison pour laquelle l'embargo sur les armes unilatérales vers l'Iran restera en place pour les 5 années à venir et c'est la même chose pour les technologies des missiles à longue portée qui sera un embargo sur 8 ans. En plus, les États-Unis maintiendront leurs embargos pour son programme de missiles à cause des violations des droits de l'homme et le soutien au terrorisme. Il y aura une coopération qui ira à s'approfondissant avec Israël et avec nos partenaires des États du Golfe. Mais
Cet accord sur le nucléaire répond aux intérêts sécuritaires des États-Unis et de leurs alliés. Cela empêche la menace la plus grave, à savoir l'arrivée de l'Iran à l'arme nucléaire, ce qui aurait rendu les autres problèmes provoqués par l'Iran bien plus graves. C'est la raison pour laquelle cet accord rend notre pays et le reste du monde un endroit plus sûr où vivre, et c'est surtout en considérant l'alternative, pas d'inspection, pas de contrôle du programme nucléaire iranien, et donc un risque de course à l'armement nucléaire dans la région, un risque de guerre. Tout cela aurait mis en danger notre sécurité. C'est un choix auquel nous nous sommes affrontés. Si nous ne faisons pas de choix sage, les générations à venir nous jugeront sévèrement pour avoir laissé passer cette occasion. Et personne ne suggère que cet accord a résolu toutes les menaces de l'Iran face au monde et à ses voisins. Donc, en comprenant que réaliser les promesses de cet accord demandera un travail intense dans les années à venir de vigilance et de réalisation de ce qu'il contient. Mais cet accord est le meilleur moyen de s'assurer que l'Iran n'obtienne pas l'arme nucléaire, et dès le départ, cela était ma priorité numéro 1, notre priorité numéro 1. Nous avons l'occasion ici d'aller vers un monde plus sûr, une occasion qui risque de ne pas se représenter d'ici de longues années. En tant que président et commandant en chef, je suis déterminé à saisir cette opportunité. Et donc maintenant, je répondrai à des questions si vous le souhaitez. Et je vais voir avec qui je commence. Here you go. I got it. OK, voilà, ça y est, je l'ai. Andrew Beatty. Andrew Beatty, de l'AFP. Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, vous avez dit que le deal est une occasion de nouvelles directions dans les relations avec l'Iran. Quelles mesures allez-vous prendre pour arriver à un Iran plus modéré? Et est-ce que cet accord vous permet de contrer les actions déstabilisantes de l'Iran dans la région? Andrew, si vous permettez, parce que je suppose qu'il va y avoir des questions qui vont toucher à tous ces aspects, mais je vais commencer par autre chose tout en revenant à votre question. Et pour vous rappeler à tous ce qui est aujourd'hui dans la balance. Mais je voudrais le répéter, c'est important, je sais qu'on l'a dit, mais j'ai déjà entendu les objections à l'accord signé. Le débat, le début, le départ, les prémices de notre stratégie sur ce que l'Iran était, c'est que ce serait une menace grave pour les États-Unis et pour nos alliés si l'Iran avait l'arme nucléaire. Et donc, tout ce que nous avons fait depuis 6 ans et demi avait pour objectif d'assurer que nous traitons de cette priorité numéro 1. C'est ce que le régime des sanctions voulait obtenir. C'est comme ça qu'on a pu mobiliser la communauté internationale, y compris certains dont nous ne sommes pas très proches, pour appliquer ces sanctions. C'est comme ça que ces sanctions bloquantes ont été imposées, parce que nous avions un consensus global autour de cette question de l'arme nucléaire iranienne qui serait une menace pour tous. C'est la raison pour laquelle les comptes iraniens ont été gelés et qu'ils n'ont plus pu tirer d'argent pour leurs propres besoins, les raisons pour lesquelles ils ont eu des problèmes dans le commerce international, parce que nous avons créé ce consensus international autour de cette question extrêmement grave, extrêmement profonde, la possibilité que l'Iran accède à l'arme nucléaire. Et d'ailleurs, ça n'était pas simplement ma priorité. Si vous regardez tous les débats qui ont eu lieu depuis ces 5-6 dernières années, cela a été une priorité des démocrates, des républicains, ça a été la priorité du Premier ministre Netanyahou, ça a été la priorité de nos alliés du Golfe, c'est s'assurer que l'Iran n'arrive pas à l'arme nucléaire. L'accord négocié par John Kerry, Wendy Sherman, Ray Moniz et nos alliés, nos partenaires, le P5+1, sont arrivés à ce résultat ou à cet objectif. Ils ont atteint l'objectif qui était notre priorité numéro 1, s'assurer que l'Iran n'obtenait pas l'arme nucléaire.
Mais nous avons toujours reconnu que même si l'Iran n'a pas l'arme nucléaire, l'Iran continue à poser ou à être un défi à nos intérêts, à nos valeurs dans la région et dans le monde. Donc, lorsque cet accord sera mis en place, appliqué, nous savons que nous aurons démantelé les préoccupations immédiates autour de la question de l'arme nucléaire iranienne. On aura baissé à 98% l'enrichissement, on aura réduit le nombre de centrifugeuses de manière sérieuse, nous aurons installé un régime d'inspection sans précédent et cela restera en place, pas seulement pour 10 ans, mais même pour 15 ans. Et donc l'Iran aura des comptes à rendre à la communauté internationale. Il faudra qu'il fasse ses preuves à la communauté internationale qu'il ne fabrique pas d'armes nucléaires. Et il y aura un protocole supplémentaire d'inspection encore plus forte pour les suivantes. Et donc nous aurons su par exemple, les installations de Arak, nous empêcherons l'Iran de fabriquer le plutonium qui aurait pu être utilisé pour une bombe. Nous aurons réduit de manière importante l'enrichissement d'uranium et les piles d'uranium et nous aurons créé une inspection tout au long de la chaîne de production. Si l'Iran allait détourner les choses vers un programme secret, nous pourrions l'arrêter à temps. Donc je peux dire avec confiance, mais surtout ce sont les experts nucléaires qui peuvent dire avec confiance que l'Iran ne pourra pas être en position de développer la bombe nucléaire. Nous aurons donc ainsi répondu à notre première préoccupation et priorité. Maintenant, nous avons encore des problèmes avec le financement et la couverture iranienne du terrorisme qui fonctionne par des représentants comme le Hezbollah contre Israël, la déstabilisation dans des endroits comme le Yémen par d'autres organisations. Et mon espoir, c'est que sur la base de cet accord, nous allons pouvoir continuer à converser avec l'Iran pour les inciter à se comporter différemment dans la région, pour qu'ils soient moins agressifs, moins hostiles, plus coopératifs, pour qu'ils fonctionnent de la manière dont nous attendons d'eux et que nous attendons que les nations de l'ONU le fassent. Nous ne comptons pas dessus, mais cet accord n'est pas basé sur l'idée que l'Iran va changer de comportement. Ça n'est pas basé ou dépendant du fait que l'Iran va soudain devenir une démocratie occidentale. Mais cela sert un objectif clair et net, que l'Iran n'obtienne pas la bombe. Et ce qui a été dit, et je crois qu'il est difficile de le discuter, c'est que ce sera beaucoup plus facile pour nous de vérifier les activités iraniennes, de repousser encore une fois les autres domaines où ils enfreignent la loi internationale ou œuvrent contre nos intérêts. Et donc, on les empêche d'avoir la bombe. Et est-ce qu'ils vont changer de comportement? Eh bien, nous aspirons à plus de coopération avec eux pour résoudre des questions comme la Syrie ou ce qui se passe en Irak, pour arrêter d'encourager les Houthis au Yémen, etc. Nous continuerons à discuter avec eux, mais en gardant à l'esprit que, différemment de Cuba, où nous ne normalisons pas les relations diplomatiques. Les contacts vont rester limités, mais nous essayons de les encourager à prendre des voies meilleures, mais nous ne parions pas là-dessus. Et en fait, ayant résolu la question nucléaire, nous serons en position plus forte pour travailler avec Israël, avec les pays du Golfe, avec nos autres partenaires, avec les Européens,
afin de faire une plus grosse pression sur l'Iran sur les questions qui continuent à nous préoccuper. Mais l'argument que j'ai discuté, et donc c'est pour répondre à ce qui a été fait ou dit avant la signature de l'accord, c'est que cet accord ne résolvait pas tous les autres problèmes. Mais ça, c'est donc un argument pour rejeter ce deal. En fait, cela est totalement illogique. Cela n'a pas de sens. Et cela perd de vue ce qu'était notre première priorité, à savoir nous assurer qu'il ne fasse pas la bombe. John Coe. Monsieur le Président, est-ce que le fait que Assad dise que ce soit une grande victoire de l'Iran, qu'il soit salué par ceux de Téhéran qui crient mort à l'Amérique et notre plus proche allié dans la région qui dit que c'est un danger, et en Amérique, il risque d'y avoir beaucoup de gens qui vont rejeter cet accord, mais vous avez un veto. Est-ce que vous êtes préoccupé de voir qu'il y ait une majorité des représentants du peuple au Congrès qui disent que c'est un mauvais accord? Et si je peux vous poser une question complémentaire rapide. Non, écoutez, laissez-moi d'abord répondre à la question que vous avez posée. Cela ne me laisse pas indifférent que M. Assad ou d'autres à Téhéran essaient d'exploiter cet accord de manière de ce qu'ils considèrent comme étant en faveur de ce que leurs électeurs font ou leur peuple font. C'est ce que font les politiques. Vous savez, pendant ces négociations, ces derniers mois, chaque fois que le leader suprême ou quelqu'un tweetait quelque chose pour une raison ou pour une autre, nous nous sommes tous lancés en disant « Oui, l'administration Obama est en train de lâcher du lest, etc. » Bon, ben maintenant, vous avez le document. Vous pouvez voir noir sur blanc ce qu'est l'accord. Plus de spéculation, plus d'exploitation. Lisez ce qui est écrit et ce que l'on demande à l'Iran. Et personne ne discutera que la conséquence de cet accord, l'Iran devra réduire massivement ses stocks d'uranium, de plutonium et de permettre ou de démanteler ou de transformer ces installations souterraines, et que nous avons un régime d'inspection sans précédent, que nous avons pris les dispositions nécessaires. S'ils trichent, les faits sont les faits. C'est clair, c'est écrit. Et je ne suis pas préoccupé pour ce que les autres pourraient dire. En ce qui concerne le Congrès, mon espoir, et je n'en préjugerai pas, mon espoir, c'est que les membres du Congrès, tous, évaluent cet accord sur la base de faits et pas sur la base de débats politiques, de suppositions, et pas sur le fait que c'est l'accord que moi, je présente au Congrès, contrairement à ce qu'aurait fait, ou différemment de ce qu'aurait fait un président républicain. Pas sur la base du lobbying, mais sur ce qui est l'intérêt national des États-Unis d'Amérique. Et je pense que si le Congrès fait cela, eh bien, en fait, sur la base des faits, la majorité du Congrès devrait approuver cet accord. Mais nous vivons à Washington et la politique s'introduit partout. Et comme nous l'avons dit déjà hier, je ne parie pas sur le Parti républicain qui vont s'organiser contre cet accord. Non. Je suppose que le débat, et c'est ce que j'attends, c'est que le débat tourne autour de faits et non pas autour de spéculations et d'autres hypothèses. Et c'est ça que j'attends. En fait, il y a des préoccupations légitimes, réelles, dont on a déjà parlé. Nous avons des différends énormes avec l'Iran. Israël a des préoccupations légitimes pour sa sécurité par rapport à l'Iran. Et vous avez un énorme pays là, avec une armée significative, qui proclame
et continue à proclamer qu'Israël ne devrait pas exister, qui nie l'Holocauste, qui finance le Hezbollah, et en conséquence, leurs missiles sont pointés vers Tel Aviv. Et donc, je pense qu'il y a de très bonnes raisons pour que les Israéliens soient nerveux sur la position de l'Iran dans le monde en général. Je l'ai dit à Netanyahou, je l'ai dit aussi aux Israéliens directement. Mais ce que j'ai dit aussi, c'est que toutes ces menaces sont encore renforcées si l'Iran obtient l'arme nucléaire. Et avec toutes les objections du Premier ministre Netanyahou ou de certains dirigeants républicains avec qui j'ai parlé, aucun d'entre eux ne m'a proposé ce que le peuple américain pourrait avoir comme meilleure alternative. J'entends beaucoup de points, d'éléments de parole répétés disant que c'est un mauvais accord historiquement mauvais. Cela menacera Israël, cela menacera le monde, cela menacera les États-Unis. Et il y a beaucoup de choses qui ont été dites et il y en a qui sont justes. Ce que je n'ai pas entendu, c'est qu'est-ce que vous préférez comme alternative? Si 99% de la communauté internationale et la majorité des experts nucléaires regardent cela en disant « cela empêchera l'Iran d'obtenir l'arme nucléaire ». Et vous discutez pour dire que cela n'empêchera pas, ou si ça l'empêche, ce sera temporaire, ou bien parce qu'ils vont avoir tout à coup un dégel de leurs fonds, cela causera plus de problèmes. Alors, il faudrait que vous ayez une alternative à proposer. Je n'ai pas entendu quoi que ce soit de ce genre. La raison en est, c'est qu'il n'y a pas d'autre alternative, il n'y en a que deux. Ou bien on résout diplomatiquement la possibilité que l'Iran arrive à l'arme nucléaire par la négociation, donc, ou bien on le résout par la force, par la guerre. Ce sont les deux options. Maintenant, vous entendez certains critiques dire « nous aurions pu négocier un meilleur accord ». Bien, cela signifie quoi? Je pense que les suggestions parmi les critiques ont été qu'un meilleur accord, un accord acceptable serait là un accord où l'Iran n'a pas de capacité nucléaire, qu'elle soit pacifique ou autre. Le problème avec cette position est que il n'y a personne qui pense que l'Iran pourrait accepter cela et la communauté internationale n'est pas du point de vue que l'Iran ne peut pas avoir de programme nucléaire civil ou que l'Iran, mais que l'Iran ne peut pas avoir l'arme nucléaire. Donc, nous n'avons pas de levier diplomatique pour éliminer chaque vestige de programme nucléaire pacifique en Israël. En Iran, la seule chose dont il faut s'assurer, c'est qu'il n'ait pas l'arme nucléaire. C'est ce que nous avons fait, enfin essayé. Et donc, pour revenir au Congrès, je mets au défi ceux qui s'opposent à cet accord. D'abord, je leur demande de le lire avant de s'y opposer. Et deuxièmement, qu'ils expliquent de manière spécifique où ils pensent que cet accord n'empêche pas l'Iran d'obtenir l'arme nucléaire. Et pourquoi ils ont raison et tous les grands physiciens du MIT et d'ailleurs ont tort. Pourquoi est-ce que le reste du monde a tort? Et alors présenter une alternative. Et si l'alternative est que nous devrions mettre l'Iran à genoux par la force militaire, eh bien que ces critiques le disent. Et ce sera alors un débat honnête. Voilà.
Non, le Premier ministre Netanyahou a dit que vous avez une situation où l'Iran peut, à l'instant, dit le président. Voilà donc pour cette intervention en direct de Barack Obama donc à la Maison-Blanche sur cet accord nucléaire iranien. Cyril Amar, on vient d'entendre notamment le passage très intéressant qui répondait finalement aux critiques israéliennes sur cet accord. Bon, pour Obama, il n'y a pas d'autre alternative. Il n'y a pas d'autre alternative, même s'il a tenu à rassurer quand même ses alliés régionaux, aussi bien Israël que l'Arabie Saoudite. Il a déclaré que Washington allait approfondir sa coopération avec ses alliés au Proche-Orient, donc un message qui vise à rassurer les alliés, qui vise à rassurer Israël en disant tout simplement qu'il avait conscience du danger, de la menace que l'Iran faisait peser sur Israël. Pas d'alternative si ce n'est la guerre, donc a-t-il dit. Effectivement, c'est toute la stratégie diplomatique de Barack Obama, à savoir d'essayer de résoudre les conflits par le dialogue, dans ce savant mélange entre pression et dialogue. C'est ce qui vient d'être fait donc à Vienne. Il a rappelé le succès diplomatique. Il s'est posé en champion de la dénucléarisation de l'Iran. S'il n'y avait pas eu d'accord, a-t-il dit, eh bien l'Iran aurait tout simplement été nucléaire dans les prochaines années. Alors il n'a pas fait dans le romantisme non plus. Il n'est pas tombé, certains de ses détracteurs l'accusent d'être naïf. Il a quand même rappelé qu'il y aurait restauration immédiate des sanctions si l'Iran contrevenait à l'accord de Vienne. Pas naïf non plus sur l'embargo de 5 années sur les armes. Donc un Barack Obama qui est certes ouvert au dialogue, mais qui reste néanmoins vigilant sur les velléités de l'Iran. Un Iran qui n'a pas du tout affranchi de sa volonté de déstabiliser la région. Donc beaucoup de vigilance dans le discours de Barack Obama. Et ce qu'on note aussi, c'est donc qu'il essaye de rassurer ses alliés. Ça, c'est un point important de son discours. Merci Cyril Amar. On parlait tout à l'heure donc des implications économiques de cet accord. Il y en a et une qui présente d'ailleurs un point d'interrogation. Le retour du pétrole iranien sur le marché mondial qui est déstabilisé depuis plusieurs mois déjà. Quelles implications faut-il en attendre? On est en ligne avec Francis Perrin qui préside Stratégie et politiques énergétiques. Bonsoir. Bonsoir. Alors, faut-il s'inquiéter ou pas de voir revenir le pétrole iranien sur le marché mondial qui ne va pas très fort? Alors, tout dépend si vous êtes producteur et exportateur ou consommateur et importateur. Si vous êtes producteur ou exportateur de pétrole, évidemment, ce n'est pas forcément une très bonne nouvelle. Depuis environ un an, depuis l'été 2014, nous avons un marché pétrolier mondial qui est très bien approvisionné. L'offre est excédentaire par rapport à la demande et ça a été la cause principale de la chute des prix spectaculaire à laquelle on a assisté depuis donc l'été dernier. L'OPEP a refusé par 2 fois de réduire son plafond de production. L'OPEP en fait dépasse son plafond de production en termes de production effective. En dépit d'une guerre contre l'État islamique, l'Irak continue à produire et à exporter à un niveau élevé. Et voici que l'Iran pourrait, dans quelques mois, suite à l'accord sur le programme nucléaire, à la levée des sanctions qui devraient en découler, pourra produire et exporter plus de pétrole et plus de gaz naturel. Ça ne peut pas être une bonne nouvelle pour ceux qui souhaiteraient que les prix du pétrole se redressent, pour ceux qui achètent, qui importent du pétrole, évidemment, cela peut être une très bonne nouvelle. Un mot sur le niveau de production iranien. C'est un niveau de production qui classe l'Iran parmi les premiers producteurs? Alors, l'Iran est un géant en termes de réserves pétrolières et gazières prouvées. Il est dans les tout premiers, plus encore pour le gaz que pour le pétrole, mais pour le pétrole, il est à peu près le 4e détenteur mondial de réserves prouvées de pétrole. En termes de production, il est un petit peu plus bas dans le classement, justement du fait des sanctions occidentales, américaines et européennes pour l'essentiel, depuis plusieurs années. Par contre, évidemment, ayant énormément de réserves, l'Iran a le potentiel d'augmenter fortement sa production à l'avenir. Alors, il y aura le court terme, le moyen terme et le long terme. L'énergie, ce n'est pas que du court terme, parce que les investissements sont lourds financièrement et demandent des délais. Mais à court terme, notre estimation, c'est que l'Iran, à partir de la levée effective des sanctions, pourra sans doute augmenter sa production, ses exportations de 500 000 à 700 000 barils par jour. Ça, c'est du court terme. Mais ensuite, évidemment, dans le moyen terme et dans le long terme, l'augmentation de la production des exportations iraniennes de pétrole pourra être beaucoup plus important
avec des investissements importants et avec le retour des grandes compagnies pétrolières étrangères en Iran, ce qu'elles attendent avec une certaine impatience. Merci pour cette analyse, Francis Perrin. Je rappelle que vous présidez Stratégie et Politiques énergétiques. Israël s'est doté aujourd'hui d'un scanner de nouvelle génération pour contrôler les marchandises qui rentrent dans la bande de Gaza. Il est à la fois plus efficace mais aussi plus rapide, ce qui va donc permettre d'augmenter le nombre de passages de camions de marchandises vers Gaza en toute sécurité. C'est un deuxième appareil de ce type qui a été mis en service aujourd'hui, financé par les Pays-Bas. Reportage Mathias Inbar. Plus qu'une visite de courtoisie, la venue du ministre des Affaires étrangères hollandais au terminal frontalier de Kerem Shalom a un objectif précis, officialiser la mise en place d'un scanner infrarouge offert à Israël par le gouvernement d'Amsterdam. C'est d'ailleurs la deuxième fois que les Pays-Bas offrent un tel système. Je vais vous dire qu'il s'agit d'une merveilleuse coopération. J'ai eu la chance de m'entretenir avec le Premier ministre Benjamin Netanyahou qui est particulièrement positif sur ce projet. Cela va donner de l'espoir aux habitants de Gaza et dans le même temps assurer la sécurité d'Israël. Mais il y a 2 ans, ce scanner n'était pourtant pas en service, pour des raisons sécuritaires, indiquait Jérusalem, ce qui avait alors passablement énervé le Premier ministre hollandais. Il n'y a jamais eu de polémique, selon ce colonel israélien qui préfère parler de problèmes logistiques. Pour lui, ce scanner est déjà prêt et sera bénéfique pour les 2 côtés de la frontière, afin d'éviter des transferts d'armes et autres matériaux illicites. Depuis la fin de l'opération Bordure protectrice en 2014, plus d'1 million de tonnes de produits de construction ont été transférés dans la bande de Gaza. Nous avons déjà doublé le nombre de camions qui pénètrent dans la bande de Gaza par rapport à l'année dernière. Nous en faisions passer 300 et nous en sommes aujourd'hui à 600 avec ce scanner. Nous projetons dans les 2 mois de porter ce chiffre à 800, voire 1000 camions par jour. Nous soutenons pleinement, avec l'autorité palestinienne, la reconstruction dans la bande de Gaza, de telle sorte que les Gazaouis puissent reconstruire leurs maisons. Toutes les parties ont à gagner à se servir de ce scanner. Ce scanner infrarouge permet de sécuriser les denrées humanitaires et les produits de construction qui rentrent et qui sortent de la bande de Gaza. Il permettra surtout de doubler le nombre de camions qui rentrent depuis Israël vers le territoire gazaoui. L'occasion pour le chef de la diplomatie hollandaise de rappeler que le calme dans la région est très volatile. Il est important de catalyser la situation de manière positive. Après tant de misère, il est important que le futur ne soit pas fait de bombes, mais de camions. Ceci est la preuve que nous pouvons, tous ensemble, et c'est crucial, travailler en toute sûreté et en toute sécurité pour accélérer et augmenter les importations et les exportations vers et depuis Gaza. Bert Kurtens s'est rendu ensuite dans la bande de Gaza pour constater sur place l'ampleur des reconstructions. À la question de savoir s'il aura des contacts avec le Hamas, la réponse est laconique. Non. On évoque à présent cette importante enquête de lutte contre la cybercriminalité qui vient d'aboutir. Bonsoir Julien Valloul. Enquête menée par le FBI dans le monde entier. Oui, absolument, contre un site internet en particulier qui s'appelait Dark Code. C'était plus qu'un site internet, en fait, c'était un forum en plusieurs langues qui permettait à des criminels du monde entier de pirater des services, de s'échanger des données volées, notamment des données de carte bleue, pour programmer notamment des cyberattaques contre des gouvernements, contre des sites internet, contre des entreprises. Dark Code donc était un carrefour. Vous voyez à l'écran cette image qui est en fait la page d'accueil telle qu'elle est à l'heure actuelle, c'est-à-dire il y a un message qui annonce que le site a été saisi par le FBI et qu'il y a une enquête actuellement en cours. Ça c'est donc la page d'accueil. Vous avez compris donc que les autorités américaines ont fait fermer le site et c'était une enquête internationale menée dans 18 pays, il y a eu 28 arrestations, 12 aux États-Unis, 3 également en Israël. C'est l'unité 443 de la police israélienne qui a procédé aux arrestations. L'unité 443, c'est celle qui est chargée de lutter contre les fraudes. C'était un site tellement important que le ministre de la Justice américaine lui-même a fait une déclaration pour annoncer que Dark Code était un nid de frelons des cybercriminels et que s'il y a 800 forums de cybercriminalité dans le monde, celui-ci était le plus dangereux. Il est donc démantelé. Merci Julien Valloul, l'information qui est tombée donc ce soir. On va se retrouver dans un instant après le journal que vous présente Elsa Mimoun. On parlera notamment de l'anniversaire de la rafle du Veldiv avec une invitée. À tout à l'heure.
Retour donc du grand direct. L'ancien comptable d'Auschwitz, Oskar Gröning, âgé de 94 ans, a été condamné aujourd'hui à 4 ans de prison par un tribunal allemand. Verdict dans un procès considéré comme l'un des derniers visant un ancien nazi ayant participé à la solution finale pendant la Deuxième Guerre mondiale. Miri Maman. Il était chargé de trier les devises prélevées sur les déportés et de les envoyer à l'administration centrale du Troisième Reich. Oskar Gröning, le comptable d'Auschwitz, a été condamné mercredi à 4 ans de prison pour complicité dans les meurtres aggravés de 300 000 juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Il avait à l'époque 23 ans, il en a aujourd'hui 94. Les partis civils composés d'une cinquantaine de survivants de la Shoah et de familles des victimes ont salué la condamnation du comptable d'Auschwitz. Auschwitz était dans son ensemble une machine meurtrière. C'était le facteur décisif dans ce verdict. Peu importe que la peine adéquate soit de 3, 4 ou 5 ans, ce qui compte, c'est que la machine a tué d'Auschwitz. Et tous ceux qui ont participé doivent rendre des comptes. C'est ce qu'il faut retenir de ce procès. Je suis heureux du verdict, mais je ne veux pas qu'il aille en prison. Je sais ce que ça fait d'être en prison. J'étais à Auschwitz pendant 2 ans. La défense avait plaidé l'acquittement, arguant qu'il n'avait joué qu'un rôle minime et administratif. Un rôle qu'il a regretté à plusieurs reprises au cours des 3 mois de procès. Au dernier jour du procès, il a encore déclaré qu'Auschwitz est un endroit auquel personne n'aurait dû participer. Je regrette sincèrement de ne pas l'avoir réalisé plus tôt et de manière plus conséquente. Je suis profondément désolé, a-t-il ajouté. Oskar Gröning est le premier, après un demi-siècle de procès des criminels nazis, à reconnaître formellement sa faute et à s'en excuser. Il est sans doute également le dernier à être jugé pour son rôle joué dans l'extermination des Juifs pendant la Shoah. Et demain et après-demain, on marquera justement la date commémorant les rafles du Veldiv en France, 16 et 17 juillet 42. Et à cette occasion, eh bien, nous recevons ce soir Claude Breitman. Bonsoir. Bonsoir, Jean-Charles. Vous êtes membre du conseil du directoire du musée des combattants du ghetto en Israël. On expliquera ce que c'est dans un instant. Vous présidez également le campus francophone de l'université de Netanya. Alors, il va y avoir justement à l'occasion de cette date anniversaire donc des rafles du Veldiv une exposition qui, pour la première fois, va être organisée en Israël et qui vient de France. C'est tout un symbole. Ça concerne les enfants juifs sauvés pendant la guerre. Absolument. Et puis je dois vous avouer quelque chose. Le 16 juillet 1942, mon oncle, Sacha Balgenstein, qui portait la croix de guerre et l'étoile jaune, s'est fait rafler au Veldiv avec des milliers d'autres juifs. Et puis, il a été envoyé à Buchenwald, il n'est jamais revenu. Et mon père, pendant toutes ces années, a gardé une toute petite photo et a tellement prié pour qu'un jour, peut-être, quelqu'un lui ait tendu la main et qu'il soit sauvé. Ça n'est pas arrivé. Mais voyez-vous, à travers cette exposition que nous présentons demain, dans ce lieu symbolique, qui est la maison des combattants des ghettos de Varsovie, qui ont résisté pour exister, qui se sont donné tant de mal avec un courage exceptionnel, ils ont voulu mettre en place un centre qui non seulement est un centre de mémoire, mais c'est surtout un centre d'éducation. C'est pour faire passer ce message. Quel est le bon choix? Quand vous avez devant vous la possibilité de sauver un enfant au prix et au risque de votre propre vie, de celle de votre famille, qu'est-ce qu'on fait? Comment on décide? Eh bien, le choix pour eux était naturel. Ces gens-là sont extraordinaires. Donc, c'est l'OSE, l'œuvre de secours aux enfants juifs de France, qui est la plus grande organisation juive médicale de France, qui est soutenue d'ailleurs par le gouvernement français, puisque c'est reconnu d'utilité publique, qui a été fondée il y a 100 ans en Russie, à Saint-Pétersbourg, par des médecins, et qui ensuite s'est retrouvé en Allemagne, et puis avec la montée du nazisme, a choisi la France, mais très vite a été obligé de vivre et de faire vivre dans la clandestinité plus de 5000 enfants juifs qu'elle a sauvés pendant 4 ans. Donc ils ont été placés dans des familles qui ont accepté de les cacher, donc pas des familles juives évidemment. Pas forcément, mais pas forcément non plus non juives. On aurait pu parler d'Elie Wiesel, on aurait pu parler du grand rabbin Meir Lau, qui est un enfant de l'OSE, on aurait pu parler d'Einstein, qui a présidé l'OSE, on pourrait parler d'autres très grands enfants extraordinaires qui ont survécu et qui ont fait des choses formidables, comme le grand écrivain Shaul Friedlander. Mais ces simples enfants qui demandaient très gentiment à la personne qui s'occupait d'elle: quel est le nom que je dois dire aujourd'hui? Est-ce que c'est Frida, mon vrai nom, ou est-ce que c'est Simone? Ce changement d'identité pour une enfant de 8 ans,
à l'approche d'une vérification d'identité par des Allemands. Imaginez un fils, le vôtre, le mien, un petit enfant, qui d'un seul coup n'a plus de parents, n'a plus rien, n'a plus de monde à lui, qui est seul au monde, qui est dans un traumatisme terrible. Et ces gens-là, non seulement tendent la main, risquent leur vie, à bicyclette, pour les faire passer d'un endroit à l'autre, pour trouver une famille, pour trouver des gens qui vont accepter de les garder pendant tant d'années, de leur redonner le goût de la vie, et de faire en sorte qu'au terme de ce parcours d'une douleur épouvantable, eh bien, ces enfants, ces hommes, ces femmes contribuent à la société, deviennent des médecins, des psychiatres, des écrivains, des grands industriels. Et c'est leur histoire, pour la première fois, que nous avons dans cette maison, donc, à Lachome à Getaot. Là, Lachome, vous savez, ça veut dire les combattants. Les Getaot, ce sont les ghettos. Et cette complémentarité qui célèbre d'une manière sublime, à mon avis, quand il s'agit d'enfants, le fait que des Français aient trouvé le courage d'avoir la conscience et l'envie de tendre la main et de sauver des enfants, c'est tout à fait extraordinaire. Donc il y a un symbole évidemment, puisque la date du 16 et 17 juillet, ça commémore habituellement évidemment le rôle qu'a joué la France dans la déportation des Juifs, puisque c'est la police française qui avait arrêté ces Juifs étrangers. Mais là, on montre un autre côté, qui est tout l'inverse, évidemment, de ceux qui ont sauvé les enfants juifs cette fois. Mais c'est la vérité, parce que voyez-vous, moi, avec tout ce que je vous ai raconté un petit peu au départ, pendant 15 ans, j'ai fait le pèlerinage auprès de paysans du Vercors, qui avaient sauvé ma mère pendant 3 ans, qui avaient 19 ans, qui l'avaient cachée au prix de leur vie, avec un courage extraordinaire. Il y avait les deux. C'est vrai que 75 000 Français juifs ont été assassinés et envoyés à Auschwitz, et dans d'autres camps d'ailleurs. C'est vrai qu'il y a eu ça. Mais il y a eu des Français individuels, des jeunes qui... On ne pourrait pas imaginer aujourd'hui un enfant ou une fille de 18 ans courir un risque incroyable pour aller d'un côté à l'autre, prendre des enfants et les faire baisser la tête, les faire passer d'un pays à l'autre, d'un département à l'autre pour trouver la bonne famille, la bonne cache, et pour leur enseigner à changer d'identité, à oublier qu'ils sont juifs. Lorsque ce père, par exemple, lorsqu'il est arrêté, dit à sa petite fille « Au revoir, mademoiselle », pour faire en sorte que ces faux papiers puissent lui permettre d'échapper à cette rafle ou à cette vérification d'identité qui, sans aucun doute, leur amenait à la mort, elle aussi. Donc, il y avait les deux en France, et je crois qu'il ne faut pas l'oublier. Je crois que c'est l'occasion aussi pour l'ambassadeur de France en Israël, Patrick Mazanov, de venir ouvrir cette exposition, qui a été créée donc par l'OSE, qui est dirigée par Jean-François Gutmann et Patricia Citruc, à la Lachome à Getaot, en Israël, pour faire en sorte que les jeunes générations n'oublient pas quel est le bon choix quand il s'agit de tendre la main et de permettre à un enfant d'être sauvé. Donc ça commence demain et c'est dans le nord d'Israël. C'est dans le nord d'Israël, à côté de Naria. Il y a un grand autobus qui part de Tel Aviv, juste en bas des marches de la municipalité, pour faire en sorte que même ceux du centre puissent venir nous rejoindre et voir ce qui a été fait. C'est remarquable. Merci Claude Breitman d'être venu nous en parler ici. Je rappelle donc que vous présidez le campus francophone de l'université de Netanya et que vous êtes membre donc du conseil du directoire de ce musée des combattants du ghetto. On parlait de la Grèce tout à l'heure. On va vous montrer ces images assez spectaculaires de ce qui est en train de se passer ce soir, des incidents assez violents devant le Parlement, place Syntagma à Athènes, où il y a chaque soir des manifestations de soutien au gouvernement. Ce soir, le vote du Parlement suscite les passions en Grèce car certains sont opposés à l'accord qui a été signé avec l'Europe. Et il semble donc que la police soit intervenue de manière assez forte tout à l'heure pour disperser des manifestants. J'ai 2 cocktails Molotov contre gaz lacrymogène. Voilà donc ces images que vous découvrez en direct d'Athènes où, semble-t-il, eh bien, la police prend de nouveau, en tout cas, le contrôle de la place où étaient massés tout à l'heure des manifestants après donc des débordements. On n'a pas encore le résultat du vote du Parlement grec sur l'accord signé avec les Européens. Tout autre chose à présent, le cyclisme. Et alors que le peloton du Tour de France vient d'entamer les étapes de montagne dans les Pyrénées, il vient de nouveaux soupçons de dopage qui entourent la performance de l'un des coureurs. Cette fois, c'est le Britannique Chris Froome, actuel maillot jaune, et vainqueur avec une étonnante facilité hier d'une étape réputée très difficile dans les Pyrénées. Maël Benoliel. Il a encore frappé. L'attaque de Christopher Froome après 161 km de course et à 6 km du sommet du col de la Pierre-Saint-Martin a laissé tout le monde sur place. Dans son style caractéristique, postérieur vissé sur la selle, regard posé sur la route,
Le coureur anglais de Sky a outrageusement remporté la 10e étape du Tour de France avec plus d'1 minute d'avance sur le deuxième, son coéquipier Richie Porte. Une performance de haute volée qui lui permet de conserver son maillot jaune, mais qui lui ouvre surtout un boulevard vers une nouvelle victoire sur la grande boucle. Pendant des mois, nous nous sommes entraînés pour ce genre de journée, donc c'est tout simplement incroyable que cela ait payé aujourd'hui. Mais la prestation de Christopher Froome, qui se dit aussi fier d'être arrivé à ce niveau en étant propre, en a impressionné plus d'un. Certains se sont même interrogés malgré tout sur la possibilité de dopage du Britannique, déjà vainqueur du Tour de France en 2013. Lance Armstrong, septuple vainqueur du Tour, est déchu de ses titres pour s'être dopé à l'EPO, aux transfusions sanguines et aux pilules de testostérone, s'est invité sur les réseaux sociaux pour commenter la démonstration de force de Froome. Je me pose beaucoup de questions au regard de la première étape de montagne, plusieurs pensées à venir. Clairement, Froome, Porte, Sky sont très forts, trop forts pour être propres, je n'en ai aucune idée. Mais pour les milliers de vacanciers présents sur le bord des routes comme chaque année, l'important est ailleurs. On le voit à la télé c'est vrai qu'on le voit bien, mais quand on a la chance de venir le voir en vrai, on a l'ambiance, on a la convivialité, c'est vrai que c'est sympa. Il reste encore 11 étapes à cette 102e édition du Tour de France, avant la traditionnelle arrivée sur les Champs-Élysées, prévue le 26 juillet prochain. Voilà, et c'est un Polonais qui s'est imposé dans l'étape du jour, Rafał Majka, Froome qui reste donc maillot jaune. Les images en direct de nouveau d'Athènes, la place Syntagma avec des policiers, vous le voyez, en tenue anti-émeute, mobilisés car il y a eu des affrontements avec des manifestants ce soir au moment où le Parlement grec doit voter sur l'accord qui a été signé avec les Européens, un accord qui est loin, évidemment très loin de faire l'unanimité en Grèce, certains jugeant les réformes demandées beaucoup trop dures à avaler pour la population grecque. Voilà donc actuellement donc les policiers massés sur la place Syntagma et qui ont chargé, vous le voyez de nouveau, les manifestants pour les disperser après avoir reçu des cocktails Molotov. Une histoire rocambolesque à présent, des antiquités volées il y a 20 ans dans un musée du sud d'Israël qui refont surface au même endroit avec un mot laissé par le voleur. Non pas pour s'excuser, mais pour résumer 20 ans de problèmes causés par ce vol. Reportage Daniel Atlan. Bien mal acquis ne profite jamais. Le célèbre dicton semble être renfermé dans ces deux pierres. Deux boulets romains vieux de 2000 ans, volés il y a une vingtaine d'années dans le nord d'Israël, par un anonyme qui, pris de remords, a décidé de les restituer. Un sac contenant le trésor archéologique et une lettre déposée ici, dans la cour du musée des cultures islamiques et proche-orientales de Be'er Sheva. Lorsqu'il découvre le larcin, Amos Cohen n'en croit pas ses yeux. Durant une de mes patrouilles au musée, j'ai remarqué un sac suspect. Je me suis adressé à l'une des guides pour savoir si ça lui appartenait. Elle m'a dit que non. Du coup, j'ai essayé de voir si le sac ne contenait pas quelque chose de dangereux, comme des explosifs. J'ai ouvert délicatement et j'ai vu deux pierres et une lettre. Je suis allé immédiatement les porter à la directrice du musée. 20 ans que le voleur anonyme conservait précieusement son trésor. 20 ans de malheur, à en croire la lettre qu'il glisse dans le sac au moment de rendre les pierres. Voici deux boulets de catapulte trouvés sur le site de Gamla, dans un quartier résidentiel situé au pied de la colline. Je les ai volés en juillet 1995 et depuis, ils ne m'ont apporté que des problèmes. Je vous en supplie, ne volez jamais d'antiquités. Scrupuleux ou fin connaisseur, l'homme va jusqu'à indiquer sur une carte l'endroit de sa trouvaille il y a 20 ans. Le voleur s'y connaît en antiquité. Ou bien il est lui-même archéologue, ou bien il est passionné d'archéologie, puisqu'il nous a indiqué avec exactitude où est-ce qu'il a trouvé les pierres alors que les faits remontent à une vingtaine d'années. Une impression également laissée à Renana, guide du musée qui a aperçu l'homme mystérieux. C'était un jour de travail comme un autre, j'étais assise, j'attendais des visiteurs et j'ai vu à travers la porte passer un homme plutôt âgé avec des cheveux blancs. Il portait une sorte de veste de pêcheur avec plusieurs poches, il avait l'air d'un archéologue. Un trésor qui fut autrefois une arme de guerre, les Romains s'en servaient contre les Juifs qui défendaient la ville de Gamla, située au sommet d'une colline au nord-est d'Israël. Pour la directrice du musée,
La boucle est bouclée. Voilà un exemple d'histoire que l'on peut raconter sur la force des pierres. À l'origine, ces boulets étaient une arme de guerre. Ils ont été conçus pour causer des dégâts. Et il semblerait qu'aujourd'hui encore, ils aient causé des dégâts, mais d'une autre manière. Mais avec le retour de ces pierres volées au sein d'un patrimoine historique précieux, la vie reprend son cours dans les mystérieux labyrinthes de l'histoire. Voilà le labyrinthe de l'histoire, la sortie c'est maintenant et dans un instant nouveau journal complet qui vous sera présenté par Elsa Mimoun avec peut-être d'ailleurs de nouvelles images d'Athènes où on vous a montré tout à l'heure donc ces incidents violents qui ont éclaté entre manifestants et forces de l'ordre alors que le Parlement grec se prononce ce soir sur l'accord signé avec l'Europe, calme relatif donc qui règne de nouveau devant le Parlement. Et puis on viendra également sur la conférence de presse donnée par Barack Obama il y a quelques instants. C'était en direct sur notre antenne également depuis Washington. Bonne soirée.